Super. Bien. Bienvenue au Web Mardi. Ça me fait plaisir de vous voir toutes et tous. Ça fait plus de 4 mois là, que je n'ai pas eu l'occasion de venir à un événement. Donc, très content d'être là avec vous ce soir. Le programme pour ce soir, on aura Pierre qui va nous faire son talk. Juste avant, je vais juste vous présenter un peu le Web Mardi pour ceux pour qui ce serait la première fois. Qui c'est la première fois, Web Mardi? Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, pas mal. Bienvenue. Ensuite, après le talk, on va annoncer le prochain événement qui aura lieu. Et puis, il y aura bien sûr le fameux quiz, où là, vous pourrez remporter un cadeau. Donc, soyez attentifs. Ça va être rigolo. Si jamais vous n'avez pas encore l'application Kahoot sur votre téléphone, c'est le moment de la télécharger. Sinon, il y aura juste besoin de suivre un lien. Donc, pas de souci. Et puis, après, on passera à l'apéro, qui se situera à la cuisine. Pour ceux qui viennent d'arriver, je répète, jamais les toilettes, c'est là. Alors bien sûr, pendant le talk, ça va être peut-être un petit peu chaud pour aller aux toilettes, mais voilà, comme ça vous savez pour après. Voilà. Alors, le Web Mardi, avant tout, c'est une association à but non lucratif, et puis on organise des événements tous les premiers mardis du mois. C'est toujours lié au web, bien sûr. Ça peut être du design, du code, ou aussi quelquefois des sujets moins techniques. Je pense par exemple à Manon Grua qui nous avait fait un talk sur la dépression. Donc on touche aussi à des sujets qui sont des fois plus émotionnels. Et puis, on organise donc 12 événements par année, pardon. Et on a tous ces bénévoles-là qui sont derrière le Web Mardi. On a Nelson et Justine qui s'occupent de la communication, de la newsletter, du streaming. Il y a aussi Ouli qui s'occupe de ça avec eux. On a Margot et Alexia qui nous aident à mettre en place tout ça, qui font aussi un peu du design, développement du site. On a Asia qui est là, qui prendra les photos ce soir. C'est vers elle si jamais que vous pourrez aller. Si vous souhaitez ne pas apparaître sur des photos par après, on peut toujours à ce moment-là regarder pour soit les enlever, soit adapter le cadrage. On a Alena qui s'occupe de différents projets au sein du Web Mardi. Pour que ces événements se fassent, on a aussi besoin de petits trucs ici et là. Donc elle coordonne tout ça. Kevin, alors il fait vraiment un peu de tout, du streaming, c'est vraiment le matou-faire du Web Mardi. Et puis moi, de temps en temps, qui vient parler là devant, qui vient boire des binges, et puis qui s'occupe de 3 fois des trucs serveurs de fichiers et autres. Voilà. On recherche toujours aussi des personnes qui pourraient venir nous aider. Il y a quelques slides après qui spécifieront un peu ce qu'on recherche pour l'association. Bien sûr, des gens c'est bien, mais il nous faut aussi des sous, notamment pour l'apéro. Donc on a la chance d'avoir ces sponsors qui nous aident en fait à financer le Web Mardi tout au long de l'année. Voilà, donc merci à Idora, LIP, Super 8, le CPNV, JobTrek, Peerdom. C'est grâce à eux qu'on peut organiser tout ça. Merci. On a aussi des partenaires. Eux, ils nous aident bien souvent avec d'autres types de ressources. JetBrains, qui nous fournit en fait des licences pour des éditeurs de code. Infomaniac, qui héberge notre site internet. Et puis Smashing Magazine, qui nous file des stickers de temps en temps. Voilà. Aujourd'hui, on a la chance d'être ici dans l'espace Coworking Cuspire. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours vous adresser à Lucio. D'ailleurs, peut-être qu'ils viendront tout à l'heure parler en fait pour expliquer un peu plus en détail de quoi, qu'est-ce qui retourne de
ce coworking space. Pardon. Voilà. Bien, j'ai assez parlé. Encore une chose, parmi vous, qui fait du design? D'accord. Qui fait du code? De la gestion de projet? D'accord. Contenu? D'accord. OK. Parfait. On a vraiment un mix de personnes. Eh bien, ça me fait plaisir. Et du coup, je vais laisser la parole à Pierre. Merci beaucoup. Belle soirée à vous. C'est vachement concret tout d'un coup de me retrouver devant vous tous. Merci d'avoir choisi de passer votre soirée avec, tous ensemble, avec moi. A priori, vous savez de quoi on va parler, de process de web design. Très rapidement, pour avoir un petit peu un contexte, savoir à qui vous avez affaire ce soir. J'ai fait mes études à l'Icon, puis à l'ECAL, en Suisse. J'ai travaillé à l'Innovation Park chez Aptitude, donc beaucoup avec des startups, souvent des gens qui avaient des super idées, mais qui n'arrivaient pas à se développer sur la phase design, donc on les a accompagnés là-dedans. Et puis aujourd'hui, je travaille chez Antistatic depuis 6 ans. Donc Antistatic, juste à côté, pour ceux qui voient, j'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu après. Et puis j'enseigne aussi à l'ERACOM, je donne 2-3 cours par semaine. Et quelques petits projets indépendants par-ci par-là quand j'ai du temps pour des choses qui me plaisent. Si vous ne clignez pas des yeux, vous arrivez à voir un tout petit peu ce que je fais, donc principalement de l'interface. C'est surtout de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et puis un petit peu de branding quand j'en ai l'occasion. Quelques petites infos avant que je commence. Oui, les slides vous seront transmis. Il y aura le lien sous la vidéo, vu que c'est streamé ce soir. Donc sous le YouTube du Web Mardi. Vous pouvez retrouver toutes les slides, tous les liens, toutes les références à cet endroit-là. Je vais essayer ce soir, on l'a vu, il y a pas mal de gens de professions différentes, de parler un petit peu pour tout le monde, quand même principalement design, hein, très principalement, mais aussi pour tous les niveaux. Donc certaines choses, ça sera un peu des banalités peut-être pour certains, mais voilà, essayez de penser qu'il y a de tous les niveaux ce soir. Moi, je travaille en agence, donc évidemment, mon process, il correspond à l'endroit où je suis. C'est sûr que si vous êtes indépendant ou si vous travaillez in-house pour un produit, vos process vont être très différents. Et puis, j'espère en tout cas qu'on pourra en parler après mon talk. C'est aussi ça qui m'intéresse ce soir, c'est que je puisse, moi, vous montrer une manière de faire, qui évidemment n'est pas l'unique bonne manière de faire, et puis qu'on puisse échanger et puis partager là-dessus. Un petit merci à Noémie, Guillaume et Marc qui n'est pas là ce soir. C'est les principales 3 personnes avec qui j'ai beaucoup discuté de ce qu'on va voir ce soir. Donc c'est aussi le fruit de leur réflexion, de leur travail, voilà, de nos échanges. Donc merci à eux pour tout ça. On est parti? Ça, c'est moi en 2013. Je venais d'avoir mon CFC, j'étais un petit peu naïf et puis je me suis lancé dans le grand bain du design avec mes premiers clients en freelance que je travaillais en parallèle de mon bachelor. Et puis 10 ans plus tard, je ressemble un peu plus, un peu plus à ça, où voilà, j'ai une certaine expérience, j'ai vu plein de problèmes se répéter, j'ai mis en place des process avec plein de gens, j'analyse beaucoup, je calcule, j'optimise, voilà. Je travaille chez Antistatic, donc l'agence qui est à 2 pas d'ici. En quelques mots, pour que vous ayez justement le contexte qui est important pour comprendre tout ce que je vais expliquer ce soir. On travaille principalement sur des gros projets, on va dire, plutôt des projets institutionnels. On a des clients comme l'Université de Lausanne, le site de la Cinémathèque qu'on vient de refaire. Donc plutôt des gros projets. On n'est pas sur une boulangerie ou des plus petits projets. Donc le process dont je vais un petit peu parler ce soir, il est adapté à ce genre de clients. Pour la partie design, interface, parce qu'on fait aussi des campagnes, mais pour l'interface, on est, on va dire, séparés en 2 métiers. Plutôt les personnes qui vont, même si on échange beaucoup, plutôt les personnes qui vont s'occuper de la conception, on va dire UX, et puis les personnes qui vont s'occuper du design visuel. Puis ça, c'est mon job, et du coup, c'est sur ça que je vais mettre un focus ce soir. Comment ça se passe chez Antistatic, un projet step by step? Souvent, on a une étape de prospection quand même. On a beaucoup de nos projets qui sont
qui sont remportés sur prospection. Je vais aborder ce sujet ce soir parce que ça pourrait être l'occasion d'en faire un talk entier. On va partir du principe qu'on a gagné un projet. Une des toutes premières choses qu'on fait, c'est déjà de dire à nos clients, vous nous avez sélectionné pour faire votre projet. Nous, on n'est pas, on a besoin d'avoir une collaboration. Nous, on est experts de nos métiers, design, développement, conception. Vous, vous êtes experts de vos métiers. Et puis, on a besoin de collaborer ensemble pour faire un bon projet. C'est notre philosophie, c'est notre manière de voir les choses. Et puis pour ça, on a besoin de confiance. Donc ça, c'est un des premiers trucs qu'on leur explique. En fait, on l'explique même à la prospection parce que s'ils veulent qu'on réalise tout le projet sans les voir, ils n'ont pas le temps et puis qu'on rende le projet à la fin, ce n'est pas notre manière de travailler. Puis on leur explique aussi que souvent, on va avoir besoin d'avoir des décideurs, on va dire, qui vont devoir prendre des décisions avec nous, qui vont devoir collaborer, participer à des workshops, venir à des présentations. Souvent, ces personnes, elles ont des calendriers qui ressemblent à ça. Et du coup, on leur dit, les gars, vous allez devoir vous libérer, on va avoir besoin de vous. Et puis, si on veut respecter votre timeline qui est toujours pour demain, il va falloir pouvoir nous laisser vous rencontrer. Je pense que c'est un secret pour personne, les infos, c'est un peu le pouvoir au début d'un projet. Et pour ça, on a toute une série de questions qu'on pose. On commence les projets déjà avec un kick-off. Donc, c'est un peu un rendez-vous. On va demander à toutes les personnes qui vont travailler sur le projet côté client et évidemment chez nous de se rencontrer. Ça permet déjà de se voir. On fait toujours ça en présentiel, de pouvoir échanger. Des fois, on va manger ensemble. Enfin, voilà, c'est un moment pour bien démarrer le projet, créer des liens et puis voir qu'on est tous sympas. Et puis, on a une série de questions qu'on pose où on leur demande c'est quoi vos critères de réussite? Qu'est-ce qui va faire que le projet il sera réussi? Et il y a d'autres questions, normalement. Le Wi-Fi n'était pas... Je reload. De mémoire, on a d'autres questions qui sont quels sont vos critères de non-réussite, évidemment. On essaie de leur demander que ce ne soit pas l'inverse des critères de réussite. C'est embêtant. Je vais essayer de le relancer, mais... Pop-up. Ouais, ça charge vraiment pas. Mais... Ah. Donc quand je disais qu'on cherche des gens, c'est aussi des gens qui peuvent nous aider à faire que le Wi-Fi fonctionne de temps en temps. Je pense que c'était momentané. Donc comme je disais, quels sont les critères de non-réussite? Est-ce qu'ils ont des craintes par rapport au projet? Ça aussi, c'est une question qui est un peu différente, qui est intéressante. C'est assez lié, mais est-ce qu'ils ont une mauvaise expérience avec un autre prestataire? Souvent, ils ont déjà refait leur site, leur application avec quelqu'un, une autre entreprise avant. Puis on a remarqué que souvent, il y avait, ça arrivait qu'il y avait une expérience qui s'était mal passée. Genre l'hébergement, c'était une catastrophe, ou la conception, peu importe, une phase du projet. Et du coup, ils ont des attentes très fortes là-dessus, ils ont un passif émotionnel, ils ont des craintes. Et du coup, s'ils peuvent nous le dire, la dernière fois, ça s'était mal passé cette étape avec notre ancien prestataire, ça nous permet, nous, de vraiment faire encore plus attention à cette étape-là, de leur expliquer, de les amener, de les rassurer simplement. Qui sont les décideurs? Voilà, est-ce que ça va être une personne qui va décider? Je vois des gens rigoler. Est-ce qu'il va y avoir le copie, la direction, la surdirection, puis après il faut redescendre puis remonter? Enfin voilà. On a des clients où il y a beaucoup de politique là-dedans. C'est une question qui est extrêmement importante. Et puis, comment le projet va s'inscrire dans leur écosystème? Pourquoi ils refont leur site? Ça va leur servir à quoi? Voilà, ça c'est aussi intéressant de voir la vue d'ensemble. Toute première étape, c'est vraiment de demander au client le matériel. C'est assez évident, mais la charte, les assets, les médias, les analytics, et puis les textes, le contenu. Si on fait une interface, c'est vraiment pour, dans la grande majorité des infos, en tout cas les clients qu'on a, c'est pour transmettre des infos. Puis si on fait une maquette avec du lorem ipsum, quand on reçoit le contenu, on se rend compte qu'en fait, ça ne fit pas. Et puis, il y a plusieurs choses. Il y a la quantité de texte, il y a le sujet, et puis il y a aussi, voilà. En fait, si j'avais reçu le contenu correctement dès le départ, j'aurais fait ça. J'aurais mis mon titre en plus petit, le bouton se connecter, il est vraiment secondaire, je l'aurais mis en beaucoup plus petit. Puis si on lit le texte, à chaque dessert devient une œuvre d'art,
ce gâteau ici, il a l'air très bon, mais ce n'est pas une œuvre d'art, alors qu'ici, ça l'est. Donc vraiment, le texte, on ne commence pas les maquettes sans. Je dis ça, en fait, on le fait souvent parce que la réalité fait que, mais en tout cas, on essaye vraiment d'insister, de demander aux clients et de leur mettre des deadlines pour qu'on reçoive le contenu très rapidement. Donc vraiment, cette phrase qu'on leur dit beaucoup, le contenu structure la forme et pas l'inverse. Ah. De Cospire. S'il le détecte. C'est revenu. Bon, les gifs posent problème apparemment. Très souvent, les clients aussi, quand on les rencontre, ils viennent avec des objectifs et des envies. Et en général, sur les objectifs, ouais, ça marche pas. J'arrive même pas à détecter le Wi-Fi de. Il faut cliquer sur autre réseau. Entre le réseau connecté et. Ah oui, pardon, je suis complètement aveugle. Autre réseau. Ça marche déjà? Mmh. Je sais pas. Bah non, ah voilà. Vous pourrez m'écrire des petits SMS. Hop. Espérons que ça fonctionne. Voilà. Donc, je disais, pardon, les clients, ils viennent avec des objectifs et souvent, là-dessus, ils sont parfaitement alignés. Ils en ont discuté en interne, ils ont fait une liste, voilà, il y a un cahier des charges. Par contre, sur les envies, en fait, souvent, c'est un peu différent. Ils n'en discutent pas vraiment et souvent, ils pensent qu'ils veulent la même chose et en fait, ce n'est pas le cas. Ça, on s'en rend compte assez souvent dans cet atelier qu'on fait en début de design visuel, qu'on appelle sans images. Le principe est simple, c'est qu'on met une centaine d'images au mur. Et puis, les designers de chez nous participent avec les gens importants du côté client, enfin, importants dans les décisions autour du design visuel. Et puis, on va leur demander de placer des petites gommettes vertes et rouges sur les images. C'est pas j'aime pas, ok, parce qu'on peut ne pas aimer le rose, la couleur du client c'est le rose. C'est désiré, non désiré pour la marque. Donc ça déjà, on leur explique, c'est le bon moment pour leur dire peut-être qu'il y a des choses que vous n'allez pas trop aimer, mais en fait c'est bon pour vos clients à vous. Et puis ça génère des discussions, c'est vraiment l'objectif. Et puis sur un tableau, ça c'était un nom de code pour un client, on a une zone non désirée, une zone désirée, et puis on va noter un petit peu les mots qui ressortent. Pas des choses qui sont gravées dans le marbre, etc. C'est vraiment un workshop qui permet de faire parler, on va dire. Puis sur ces mots, on va en avoir certains qui vont être plus importants, qui vont revenir. Ça va nous permettre de bien comprendre comment les clients ils perçoivent leur marque. Et puis, on le voyait avant un petit peu, il y a certaines images où il y a du rouge, du vert. Ça permet de les confronter, et puis aussi nous de se confronter à eux, et puis de dire en fait on ne pense pas que c'est ça qu'il vous faut, etc. Vraiment un workshop pour parler, trouver les infos. Et un autre workshop, on ne l'a jamais encore réalisé sous cette forme-là exactement, mais je vous le montre quand même parce que je serais curieux d'en discuter avec vous après. On l'a appelé Brand Definition Workshop, c'est vraiment pour un peu définir la marque d'un client. Donc ce serait quelqu'un qui veut refaire son identité visuelle ou une nouvelle entreprise qui se lance. C'est toute une série de petits blocs de 5, 10, 15 minutes qui vont nous permettre de définir c'est quoi leur mission, leur vision, les concurrents, c'est quoi leur recette magique, et puis parler plus de l'identité.
Aussi quelque chose qu'on voit tout en haut ici, mais qu'on utilise à plusieurs étapes du projet, qu'on a appelé le parking. C'est assez utile, c'est dans une réunion, dans un meeting, il y a des idées qui vont arriver. Ce n'est pas le sujet du jour. Ça rassure les clients énormément de dire « Ok, on a noté votre truc, vous voyez, on l'a mis là. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais on l'a mis de côté. » Et ça nous permet, nous, de revenir dessus plus tard et puis surtout de rester focus sur l'objectif d'un meeting. Normalement, à ce moment-là, on a tout le travail de conception qui a été réalisé, donc l'arborescence, les wireframes, tous les livrables du X. On a reçu les assets du client, souvent les textes pas à 100%, mais on essaye. Et puis, on a une DA qui est à peu près définie, on a tout pour démarrer les maquettes. J'aimerais bien commencer par ce petit conseil avant d'aller plus loin dans les maquettes. C'est assez cool, surtout quand ça fait quelques années qu'on fait ce job, de se fixer des contraintes personnelles sur un projet pour essayer d'être plus créatif, générer de nouvelles manières de travailler. Quelques exemples, ça pourrait être de se dire, il faut que ça soit cohérent avec le projet évidemment, hein, mais de se dire sur ce nouveau projet, je vais utiliser une seule graisse de typo, ou alors une seule taille de texte. De se dire, je vais faire le site entièrement en noir et blanc, entièrement en bleu et blanc, de ne pas utiliser d'image, okay, un site sans image. Ou alors, on l'a fait récemment avec Noémie, de se dire, on fait les maquettes mobiles en premier. Moi, je fais toujours le desktop en premier. Bah, cette fois, j'inverse, je fais dans l'autre sens. Ou alors, encore, de se dire, je cherche toutes mes inspirations que dans des livres. Je fais un site, mais je vais lire que des bouquins de graphisme. Ça permet de changer ses habitudes et puis voilà, de se challenger un petit peu. Et les contraintes, ça fait naître la créativité. Donc, c'est quelque chose d'assez cool. On a ce principe-là qu'on utilise depuis quelques temps chez Antistatic, c'est qu'on sépare les maquettes qu'on va créer pour un projet en deux catégories. Les maquettes clés, ça va être entre 3 et 8 maquettes, entre un petit et un grand projet. On va les définir à la fin de la conception avec les UX designers, avec le client. Globalement, c'est les maquettes un peu clés du site. Donc souvent homepage, une page de contenu. Les pages qui vont pouvoir nous permettre de voir le maximum de composants différents, qui vont nous permettre de créer le maximum de design visuel. On a fait ça pour avoir une limite en fait. On le vend dans l'offre, on a 6 maquettes, 7 maquettes, 8 maquettes. On les définit avec le client, on les fait, on itère dessus, on fait les animations, on fait le mobile, on fait le desktop. Il y a plein de présentations. Et une fois que ça c'est fini, c'est validé, c'est fini, le design visuel est fini. Et on a toute une série de maquettes secondaires, qui là, le nombre peut varier, qu'on va faire, mais uniquement pour les développeurs en fait. Ça va être pour qu'ils puissent coder des variantes, des autres pages, quelques composants en plus. Mais là-dessus, les clients, ils n'ont plus leur mot à dire en fait. Ils ont validé les maquettes clés. Ça peut paraître un petit peu fou de se dire que les clients ils vont accepter ça, mais en vrai, ça marche plutôt bien, c'est assez étonnant. Si on l'explique dès le départ, du coup, nous, ça nous permet de mettre un cadre en fait. Et pas de se retrouver à devoir faire 50 maquettes parce qu'il y a toujours des nouvelles demandes. Ça, c'est le détail de ce que je viens de dire. Puis ces maquettes, les idées, elles ne viennent pas par magie. On ne peut pas s'asseoir puis se dire « maintenant, je dois faire ça, pense, trouve des idées ». Du coup, ce qui est hyper agréable, c'est en fait de savoir 2, 3, 4 semaines à l'avance sur quoi on va bosser. Ça permet de se dire « ah là, ok, je vais bosser pour une école, donc je vais, dans mon quotidien, dans la rue, en naviguant sur Internet ou sur, peu importe, avoir plein de petits trucs comme ça qui vont popper, qu'on va se mettre de côté. Et puis, le jour où on commence, 3 semaines plus tard, réellement le projet, en fait, le truc, il est mûr dans notre tête, on l'a digéré. Le cerveau, il fonctionne en faisant des associations d'idées. Et moi, j'aime bien cet extrait de Ratatouille. Vous ne voyez pas grand-chose, mais il y a ce truc où le petit rat, il mange du fromage, ça lui rappelle certains souvenirs. Après, il goûte sa fraise, ça lui rappelle d'autres souvenirs. Donc ça, on peut imaginer que c'est un peu différentes références. Et puis, c'est vraiment quand il les mange les deux ensemble qu'il crée quelque chose de nouveau et puis de génial, en fait. Ça, je trouve que c'est une... moi, je perçois vraiment le design comme ça. J'ai telle référence ici, celle-là, la typo, le machin. Et puis, tout ça ensemble, ça crée quelque chose de nouveau qu'on va pouvoir proposer aux clients. Il y a ce grand monsieur Snoop Dogg qui disait « Smoke veille every day ». Tout ça pour dire que la veille, c'est hyper important. Moi, je le mets au cœur de mon travail. Faites-vous une culture graphique. C'est vraiment ce que je viens de dire. Des références d'à gauche, d'à droite qui vont vous permettre de créer quelque chose de cool. Moi, j'aime bien aussi cette image de quand on va dans une gare et qu'on cherche un magazine, on se dit « ok, j'aimerais avoir un magazine de cuisine ou de tuning ». Il y a beau avoir 400 couvertures dans le kiosque, on va très rapidement trouver la région, le style de magazine qu'on cherche.
Ça fonctionne parce que chaque industrie elle a des codes, tel typo, telle couleur. Évidemment, il y a les photos aussi, mais c'est vraiment important de reconnaître ces codes, de les comprendre, et puis après de pouvoir les respecter plus ou moins, de pouvoir les mélanger, etc. Très vite, hein. Je termine avec la veille, mais essayez d'être régulier, de se dire tous les vendredis, je fais 2 heures l'après-midi, ça ne sert pas à grand-chose parce que vous allez un peu vous forcer, et puis ça va être trop. Donc essayez de faire un petit peu tous les jours pour pouvoir digérer votre veille. Essayez d'analyser pourquoi les trucs ils ont l'air cool, pourquoi ça vous donne envie. Et puis sauvegardez votre veille. Vous n'allez pas à vous rappeler de tous les trucs incroyables que vous avez vus, surtout avec plusieurs années. Donc pour ça, c'est ma petite reco logiciel du jour. J'en ai testé une dizaine. Eagle, c'est de loin la meilleure. Je ne vais pas vous faire une démo tout de suite, mais vous pouvez, depuis Chrome, il y a un petit widget, sauvegarder vos images, les vidéos, le son, ça sauvegarde tous les fichiers de la Terre. Vous pouvez mettre des tags dessus, chercher par couleur, c'est incroyable. Achetez Eagle, 30 balles. Petite auto-promo aussi, rapidement. J'ai commencé en janvier, c'est un thread sur Twitter et une newsletter sur LinkedIn, ça s'appelle La Bonne Pioche et je partage ma veille. Abonnez-vous. Alors, retour maquette. Premier truc que je fais, moi en tout cas, c'est de prendre la couleur client. Okay, là, c'est le bleu de l'Université de Lausanne. Premier truc qu'on fait, c'est de voir est-ce que le contraste il est suffisant. Donc, on peut entrer la couleur du client, on peut entrer le blanc, parce que on a les textes qui sont blancs sur les boutons. Et puis, ça nous montre selon tous les types de... Voilà, si quelqu'un est daltonien ou tous les troubles de la vue qui peuvent exister, est-ce que ça passe est-ce qu'il y a un contraste assez fort ou pas. Okay, là, on voyait que ce n'était pas le cas. Tout de suite, on va voir le client et puis on dit, ça, c'est votre couleur. On vous propose d'avoir plutôt celle-ci, un peu plus foncée, pour respecter les normes d'accessibilité. On leur explique ça. 100% du temps, ils sont OK, ça passe, il n'y a pas de discussion. En fait, c'est nécessaire pour que tout le monde puisse bien lire les choses. Puis on voit qu'avec cette nouvelle couleur, on passe tous les tests. Puis après, on réalise les maquettes. Je reviendrai un petit peu plus en détail là-dessus juste après. Et puis une fois que notre travail il est prêt, ça on le fait à chaque étape de notre travail chez Antistatic, on va faire des reviews. Donc moi, quand j'ai terminé les maquettes visuelles, en tant que designer visuel, je vais les faire reviewer à l'UX designer qui a fait la conception. Il se me dirait, fais gaffe, tu as oublié le breadcrumb, ça arrive souvent, ou ce genre de choses. Et puis les développeuses qui vont pouvoir dire, ça fais gaffe, ça va être compliqué à coder, si on bouge juste ce truc, on va gagner quelques heures de budget. Donc vraiment d'avoir ces retours pour faire des ajustements et puis d'avoir un ping-pong entre les deux, 3, 4 personnes. Et puis, on arrive à la grande étape des présentations clients. Henri Dobrez, qui est le boss de Doc Studio, pour ceux qui voient, il disait que présenter son travail, c'était 50% du job pour un designer. Pas en termes de temps, mais en termes d'importance. Et il disait, si vous n'êtes pas capable de présenter votre travail, de le défendre, en fait, vous faites perdre du temps aux gens. C'est vrai que si vous avez un meeting, je reprends cet exemple, parce que c'est un client récent, on est en train de travailler pour l'UNIL, mais vous avez le directeur de ceci, de cela qui viennent, c'est tous des gens importants. Si vous n'êtes pas capable de défendre votre travail, d'expliquer pourquoi vous avez fait les choses, de répondre à leurs questions, pas très pro, puis ça donne l'impression que vous faites perdre leur temps. Quelques conseils, je vais assez vite, il faut que j'accélère, je pense. Une présentation, un objectif. S'il y a plusieurs objectifs, 15 minutes il reste. Je vais speeder. S'il y a plusieurs objectifs, on fait plusieurs meetings, même s'ils sont collés. Ça permet aussi d'avoir les bonnes personnes qui sont à chaque meeting. On peut dire, voilà, on en a fini avec le batch 1 maintenant, on libère une partie des personnes, il y en a d'autres qui arrivent, et puis d'avoir quelque chose qui soit fluide, que les bonnes personnes soient là au bon moment. Si on commence à parler de l'hébergement alors qu'on est là pour parler des maquettes, le meeting il va partir, on sait où, et on va perdre du temps. Ça aussi, c'est un truc qu'on a mis en place il y a je sais pas, 1 an, 2 ans. On situe la présentation dans le temps. Il n'y a pas toujours les mêmes personnes qui sont invitées au meeting. Donc si à votre client vous dites, voilà, aujourd'hui on est ici, on est à la fin du projet, on a déjà fait toutes ces étapes, les personnes qui arrivent pour la première fois, ils vont se rendre compte qu'il y a déjà plein de choses qui ont été validées, ils vont peut-être moins remettre les choses en question. Ça permet de remettre aussi en perspective par rapport au budget. Dire, on a fait 80% des présentations, on est déjà à 100% du budget consommé, il y a un problème. Avant de montrer une maquette, on rappelle toujours les objectifs de la page et puis les besoins utilisateurs. Ça permet d'éviter que ce soit qu'une réponse émotionnelle de la part des clients qui se disent « Ok, est-ce que ça a atteint l'objectif? Est-ce que ça répond aux besoins ?» Et puis en fin de présentation, on demande s'ils ont aimé. Nope, surtout pas. Pas du tout, pas du tout.
on leur affiche ces trois points, ça rappelle un peu ce que j'ai dit juste avant. Est-ce que ce travail répond aux besoins de vos utilisateurs? Est-ce que ça répond aux objectifs? Est-ce que ça reflète votre marque? Ça permet justement d'éviter de... Enfin, ça donne un cadre au feedback et puis ils vont donner les bonnes réponses à ce qu'on attend simplement. On leur rappelle aussi de centraliser les retours, d'avoir une seule personne côté client qui est responsable de nous envoyer les feedbacks, tous en une fois, pas un bout jeudi, un bout vendredi, ça c'est... Ouais. Et on leur explique évidemment comment ça fonctionne Figma, Basecamp. Enfin, hyper facile les commentaires sur Figma, bah, pas pour tout le monde. Et puis, ça aussi, c'est comme la timeline en début, on leur rappelle les prochaines étapes. Vous avez une deadline, vous devez nous faire vos retours d'ici une semaine, etc. Un bouquin sur le sujet, You're My Favorite Client de Mike Montero. Lisez, c'est très bien. Et puis, évidemment, on a des feedbacks et du coup, on va recommencer retour sur nos maquettes pour corriger tout ça. Ok, je vais aller vite. Un peu concrètement sur les maquettes, je vais rentrer un tout petit peu dans Figma juste après. Il y a peut-être 2-3 ans, j'avais un peu ce constat de me dire putain, sur tous les projets, je refais les mêmes atomes. Okay, c'est toujours pareil. Le style, il change, mais le fonctionnement, il est pareil. Une checkbox, c'est une checkbox. Okay, peut-être que le texte il sera un peu plus petit, un peu plus grand, qu'il y aura tel typo, telle couleur, tel espace, mais finalement, on a ces états pour une checkbox, ils vont toujours être là, et puis la mécanique, elle est identique. C'est pour ça que j'ai créé un starter kit, qui est en fait un document que je duplique, qui est mon point de départ pour tous les projets. Globalement, ça ressemble à ça. Je vais rentrer dedans juste après. Quelques règles. Déjà, vous l'avez peut-être aperçu, j'ai plein de composants neutres de base, en fait. Des boutons, par exemple. La première règle, c'est que mon bouton de base, il est comme ça, dans mon starter kit. Si j'ai envie qu'il soit comme ça sur le projet, je le fais, même si je dois complètement refaire le composant. C'est la règle absolue, c'est que le design visuel, il va passer avant le temps que je pourrais gagner à utiliser mon composant tel que je l'avais pensé à la base. Là, on a mon composant avec toutes mes variantes de boutons. Il y en a énormément, enfin énormément c'est relatif, mais il y en a pas mal. Sur plein de projets, je ne vais pas avoir besoin de tout ça, mais c'est beaucoup plus facile de se dire j'ai pas besoin de la taille small ou j'ai pas besoin d'une couleur. Retirer, c'est hyper rapide. Éditer, changer les espaces, la taille, les border radius, c'est super facile, c'est super rapide aussi. Par contre, ajouter, c'est long. Donc plutôt que d'avoir juste une taille de bouton avec 4 variantes puis de devoir tous les créer à la main, je préfère retirer. J'essaie de faire le plus neutre possible, donc surtout pas ça si je devais faire un contrôle de volume. Donc les boutons, c'est un icône texte, icône dans un rectangle, etc. Et puis, un minimum, on essaye de discuter avec les développeurs. Chez nous, on utilise Tailwind. Donc, un exemple, pour aller vite, c'est par exemple, dans la nomenclature, on essaye de nommer les choses de la même manière pour que ce soit cohérent, en fait, quand ils inspectent nos maquettes, d'avoir les mêmes valeurs entre les maquettes et ce qu'ils vont faire dans Tailwind. Et puis, ça, beaucoup de gens le font aujourd'hui, mais on se force à avoir une grille de 8 pixels. Donc, tous nos éléments vont être sur des multiples de 8. Dernière règle, je crois, je commence de manière très crade, pour être un peu plus poli. Donc je ne fais pas de style, je ne fais pas de composants, je crache des idées. Ça peut ressembler à quelque chose un peu comme ça. Le but, c'est le début de projet. Je sors des trucs, ça ne sert à rien d'être propre en fait, parce que de toute façon, je vais cracher plein de choses très différentes. Une fois que c'est propre, que j'ai une maquette, je me dis, ok, c'est ça, c'est mon style, j'ai trouvé, je suis content. Là, je vais commencer à aller adapter tous mes composants de mon starter kit et à dire, ok, les boutons, il y a un border radius plus fort, telle couleur, tel effet, etc. Demo time. Combien de temps il me reste? 10. Très vite, admettons que j'ai un client qui s'appelle le 24 minutes, qui est un site d'information, mini chart, il y a une couleur, il y a 3 typos, ok. Juste copier le code exact du vert. Donc ça, ce serait mon point de départ. J'ai dupliqué mon petit document de starter kit qui se construit de cette manière-là. On a une première page qu'on a appelée les fondations où je vais passer très vite, je vous le montre volontiers plus en détail à ceux qui veulent après, mais on a des infos par rapport au projet, qui a bossé dessus, etc. Les favicons qu'on oublie tout le temps, on l'a mis en premier, comme ça, on ne l'oublie pas. On a des petits post-it qu'on utilise pour faire de la doc, etc. Les typos, les couleurs, la grille. On a un deuxième onglet qui est vraiment les composants. C'est ce que vous voyez avant un petit peu. J'ai mes composants de boutons,
deux formulaires. Puis vous voyez, ils sont assez costauds. 80% du temps, je ne vais jamais utiliser tout ça, mais comme je disais, c'est beaucoup plus facile d'enlever des morceaux que de rajouter. Donc tous ces petits composants, checkbox, radio button, badge, tag, etc., qui vont jamais changer de comportement, on va dire. Je les ai par défaut, j'ai plus qu'à les éditer. Ça prend un peu de temps quand même, mais moins que de les créer. Mes icônes, une page validée, c'est pour nos devs. Ce qu'il y a là-dedans, e-code, working progress, c'est là où on bosse. J'ai fait une sorte de pseudo-début de maquette pour vous montrer quelques exemples. Les archives, c'est tout le bazar. Et puis ici, on a la fameuse timeline qu'on met au début de toutes nos slides, nos templates de slides, notre cover. Okay. Donc là, notre client, on a vu, si je remonte juste avant, il a le vert, il a ses 3 typos. Donc la première chose que je vais faire, c'est, si je me mets là pour qu'on voie quelque chose, de venir éditer ma couleur core, neutrale. Je viens éditer, c'est pas bleu, c'est vert. Donc vous voyez que ça change, évidemment, pour ceux qui sont familiers, c'est évident, mais ça change ma variable de vert neutre dans tout le document, à travers tout le document. Je vais très vite aussi faire la valeur un peu plus foncée pour quand on survole le bouton, un peu plus clair pour quand on clique, ou plutôt l'inverse. Et puis, voilà, ça va mettre à jour tout mon document. Le deuxième truc, si je passe sur les maquettes pour qu'on voie un peu mieux, donc ça, c'est des maquettes qui utilisent tous ces composants et tous ces styles de texte. Le deuxième truc, j'utilise un petit plugin qui s'appelle Batch Styler, qui va vous permettre de changer plein de styles à la volée. Typiquement, moi, j'ai créé des styles de titres, des styles de paragraphes. Je vais pouvoir venir ici dire, OK, je veux que mes titres, mes grands titres, je vais prendre juste pour cette partie, on a vu que la fonte chez le client, c'était la Magnet. Alors, je vais dire Magnet en bold. J'update mes styles. Vous voyez que ça change dans tous mes styles. Puis ensuite, il y avait encore les titres un peu plus petits qui sont en marque pro, bold, j'update. Et puis mes paragraphes qui sont en marque pro book, sauf erreur. Et puis ça update toutes mes maquettes. Évidemment, ça a updaté tous mes composants ici. Vous comprenez un petit peu l'idée. Donc en soi, ce starter kit, il est vraiment pratique parce que du coup, je ne vais pas rentrer en mode prototype, mais tous mes boutons, ils sont cliquables, ils sont interactifs. Tout fonctionne d'après les composants que j'ai prédéfinis. Ce que je voulais vous montrer encore, un petit outil, un petit plugin encore qui s'appelle Spaces. J'ai bientôt fini. En fait, si on prend un détail de page, là ce serait un article, si on utilise un auto-layout, donc pour ceux qui ne comprennent pas, c'est compliqué à expliquer, c'est un outil qui permet d'avoir des éléments qui réagissent les uns par rapport à les autres de manière fluide. Si par exemple, je réduis ce paragraphe, tout va remonter pour se coller en dessous. Voilà. C'est comme des glaçons dans un verre d'eau. Si les glaçons sont plus petits, plus grands, ils se suivent. Le principe dans Figma, c'est que l'auto-layout, il va mettre le même espace entre tous les éléments. Sauf que moi, ici, entre ce paragraphe et ce bloc, j'ai un plus petit espace que ici. Là, j'en ai un plus grand, là, j'en ai un plus grand, là, j'en ai de nouveau un plus petit. Du coup, on ne peut pas le faire. Ce que j'utilise, moi, c'est ce petit plugin qui s'appelle Spaces. En fait, mon auto-layout, il est à 0 partout et j'utilise des blocs. En fait, c'est des rectangles, c'est des composants, si vous voulez, qui font lui 32, lui 16. Et puis, ce petit plugin, il me permet juste de les afficher et de les masquer. Donc, double gain. Déjà, on peut être beaucoup plus flexible dans l'auto-layout et ça permet aux devs, juste en cochant ce truc, de voir les valeurs d'espacement. Encore un petit truc, et j'arrête par rapport à Figma. J'ai ma maquette mobile ici. Si je la positionne sur mon document, les textes, évidemment, c'est ceux d'à côté qui sont trop grands. L'image, je suis obligé de l'ajuster à la main. Mais un autre petit plugin qui est pratique, qui n'est pas public, on est en train de le développer avec quelqu'un. J'ai une version un peu deg pour l'instant, mais je peux sélectionner tous mes calques qui ont du coup tous des styles qui sont définis comme desktop / blablabla. Peut-être pas clair pour tout le monde, je vais le montrer, mais on a un style ici qui s'appelle desktop / heading / sa taille. Si je viens ici, on a par exemple desktop / paragraphe. Moi, je ne veux pas que ça soit des desktop, on est sur mobile là. Je vais les sélectionner, puis je vais leur dire tu passes de desktop
à mobile. Oups. Pour ça, j'ai ce petit plugin qui en fait va lire le nom des styles, puis je peux lui dire tout ce qui est en desktop, tu remplaces par la valeur mobile. Et puis du coup, hop, on a toutes les valeurs mobiles qui se mettent en place. Et puis grâce à ces spaces entre nos éléments, tout se suit, tout s'adapte. C'est magique. Je crois que j'en ai fini là-dedans. On va dire que oui, j'ai plus le temps. Qu'est-ce qu'on y gagne à utiliser un starter kit? Je pense que c'est assez évident, on gagne du temps. Et rien que pour ça, c'est déjà génial. C'est un peu le nerf de la guerre. On peut passer plus de temps à être créatif, à faire des recherches, à tester, comme dans la phase un peu dégueulasse, plein de choses. Et voilà, quand on crée les maquettes, d'avoir quelque chose de plus automatisé, on va dire, une fois qu'on a défini la DA. Et puis, ça permet aussi, ça c'est assez agréable, d'avoir une structure qui est clean d'un projet à l'autre, que ce soit moi, un autre designer qui le fasse, ou sur un petit projet, un gros. Les devs, normalement, ils vont avoir une structure similaire, des habitudes similaires. Et puis, ce qu'on pourrait se dire, c'est tous vos sites ils se ressemblent puisque vous utilisez le même point de départ. Je vais vous convaincre que non, en vous montrant des exemples de sites qu'on a réalisés avec ce starter kit. Donc vraiment, c'est ce truc c'est des atomes avec des fonctionnements qu'on utilise et des styles prédéfinis, mais tout ça, on les modifie, on les adapte. Par exemple, ce site, on l'a fait avec, celui-ci aussi pour de la prospection, le site de la ville de Vernier. Donc vous voyez qu'on a des styles, des DA qui sont assez différentes, puis c'est vraiment le point de départ qui est le même. J'en profite pour vous dire d'aller visiter le nouveau site d'Antistatic, qui a été aussi fait avec ça. 30 secondes. Même moins. Je vous ai montré cette slide tout à l'heure, et je voudrais juste conclure là-dessus voilà, c'est cool les règles et tout ça, et puis c'est nécessaire. Ah, j'ai 2 minutes, magnifique. C'est important et c'est nécessaire d'utiliser toutes ces règles, d'optimiser son temps. C'est aussi comme ça que vous allez pouvoir, voilà, comme je disais avant, être plus créatif. N'oubliez pas votre instinct, faites-lui confiance, travaillez avec joie, bonne humeur, et voilà, il n'y a pas que les règles, c'est ça que je voulais dire, de ça dont on a parlé ce soir, c'est très important, mais travaillez avec de l'amour. Merci. C'est le moment des questions, je crois. Ou des avis, différences dans vos process. Ouais. Je te passe le micro, ça, ceux qui sont dans le streaming. Hello, merci pour la présentation. La question, c'est quoi ton bagage technique? Je dis technique, est-ce que typiquement tu fais du développement front ou back ou quelque chose? J'explique un peu ma question, c'est dans le sens où les process designers, j'ai l'impression qu'ils s'approchent de plus en plus du process aussi du développeur. Et puis voilà, c'est juste ça. Mon bagage technique, c'est que dans la toute première formation que j'ai eue quand j'avais 18 ans, on avait des cours d'HTML, JavaScript, Flash, donc j'ai la base. Tout petit site, je peux le coder, on va dire. Donc ça me permet de comprendre les mécaniques. Maintenant, je suis largué, genre Flexbox par exemple, tu vois, c'est tellement la base, je sais même pas, je ne saurais pas l'utiliser. Je sais comment ça fonctionne, mais je ne saurais pas l'utiliser. Donc j'ai les bases du code, on va dire. Et oui, c'est vrai que de plus en plus, il y a le no-code, dans Figma, moi je suis sûr dans 1 ou 2 ans, il y aura un bouton Press to Publish et ça sera en ligne, quoi. Maintenant que les auto-layouts, tous les variables, tous les trucs qui sortent, on va là-dedans, ouais, je pense. Donc effectivement, le métier d'interface sur des gros projets, en tout cas, il devient de plus en plus technique, j'ai l'impression, pour des projets comme on peut faire nous, quoi, des gros trucs institutionnels, plein de composants, des milliers de pages. Ouais. Ok, merci. Autre question? Moi, j'en ai eu. Voilà, merci. Du coup, pour le premier processus où là tu utilisais sans images, tu te bases sur des sites concurrents ou bien c'est des images que tu réutilises de manière générale parce qu'il y a des interfaces qui sont assez différentes? Oui, c'est une bonne question. On essaie évidemment d'avoir des concurrents. Maintenant, des fois, ça peut être un peu biaisé parce qu'ils connaissent leurs concurrents au-delà de l'interface. C'est genre, lui, il l'aime bien, ils veulent faire pareil, ou il l'aime pas, il y a un truc. Donc, du coup, ça peut les biaiser parce que nous, vraiment, ce workshop sans image, c'est de parler de graphisme
Et du coup, ça peut... Donc on essaie aussi d'avoir d'autres choses totalement autres. Et voilà, pour une école, on ne va pas forcément mettre que des sites d'école. On peut avoir sites de... Peu importe en fait. Tant qu'il y a un visuel sur lequel on se dit ça pourrait fonctionner, on a envie de leur soumettre ça, d'avoir leur avis là-dessus, on le fait. Et il n'y a pas que des interfaces et des productions graphiques, on va dire. On met aussi par exemple une photo de Steve Jobs, de Federer. Ça peut dire, ah oui, nous, Federer, si on pouvait l'avoir comme égérie, ce serait incroyable. Ça veut dire beaucoup de choses. De dire, ah ouais, non, Steve Jobs. Ou juste le logo de Google. En fait, on a remarqué que très souvent, les clients, quand on met le logo de Google, ils ne parlent pas du tout du graphisme, ils parlent de tout ce qu'il y a derrière. Puis ils disent, ah ouais, j'adore Google, c'est trop bien, les spreadsheets et tout. Ou alors, ah non, 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 tout dans le cloud, c'est l'enfer. Donc ça en dit beaucoup aussi sur leur valeur, on va dire. Ouais. Merci. D'autres questions? Voilà. Ah. Bonjour, je suis UX designer depuis 4 ans, encore en études, mais je travaille pas mal dessus et j'ai eu plusieurs phases dans ma vie. Une phase où je m'en foutais des processus, où je travaillais comme ça en me faisant plaisir. Une autre phase actuelle, où je suis en train de me dire que les processus c'est cool et je suis en train de respecter ça à fond. Et je suis en train de me dire que c'est en train de tuer ma créativité. Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que c'est une question de contexte, avec combien de personnes tu travailles, avec qui tu travailles, est-ce que c'est la première fois, est-ce que avec Noémie on se connaît par cœur depuis 6 ans maintenant, donc peut-être que des fois c'est aussi plus fluide, on peut aller plus vite sur certaines choses, elle n'a pas besoin de faire toutes les mags, on se comprend, donc ça déjà ça va être quelque chose. Et ouais, je pense que c'est aussi quelque chose à définir avec le client au début, tous les projets n'ont pas besoin d'être créatifs. Et du coup, qu'est-ce qu'ils attendent? Est-ce qu'ils ont le budget pour faire de la recherche? Parce qu'être innovant et faire un truc hyper différenciateur, souvent ça prend plus de temps à faire de la recherche. Est-ce qu'ils veulent investir de l'argent là-dedans? Je pense que c'est plutôt ça. Et les process, on les adapte à chaque projet. Là aujourd'hui, j'ai montré un petit peu ce qu'on fait de manière générale, mais des fois, enfin même toujours, on enlève des trucs, on en met d'autres, on les fait dans un autre sens et il faut s'adapter aux clients. Puis eux aussi, des clients qui adorent les workshops, il y en a, ils sont là, c'est une perte de temps. Jouer avec des post-it, du coup, il faut s'adapter à ça, il faut être pédagogique, il faut. Ouais. Donc, je pense que c'est vraiment une question de contexte. J'ai pas une réponse gravée dans le marbre à te faire. Ok. Bon, on en discute Merci. après, si tu veux. Ouais, ça marche. Vous avez une question ? Je pense qu'on peut encore remercier Pierre pour ton talk. Si jamais vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas durant l'apéro. J'espère. Voilà.